Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Olivier Gabard. Je suis là pour vous présenter ce nouveau webinaire, cette fois-ci, consacré au thème suivant, l'exécution des engagements contractuels à l'épreuve du Covid. Ce webinaire thématique s'inscrit dans le plan de soutien aux professionnels du tourisme ACT, accompagner collectivement le tourisme, lequel est cofinancé par Charente Tourisme et ses partenaires, les offices de tourisme et les collectivités. Dans quelques minutes, vous allez entendre Maître Sébastien Da Silva du cabinet KPMG Avocat de La Rochelle. Sébastien va successivement aborder les points suivants: les relations clients et fournisseurs, les difficultés d'exécution des engagements contractuels, les dispositifs légaux de suspension des prestations contractuelles, les dispositifs d'exception et de rupture des prestations. Alors, durant la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton questions-réponses. Ce webinaire est enregistré et sera donc disponible prochainement dans l'espace Covid-19 sur le site internet de charentetourisme.com. Voilà, les présentations étant faites, je confie la prise de parole à Sébastien durant les 30 prochaines minutes. Et les questions que vous allez poser durant sa présentation, on les reprendra. Elles seront traitées donc à l'issue de ce temps imparti. Alors, bon webinaire à toutes et à tous et à tout à l'heure. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous présente tout d'abord mes voeux et vous souhaite une bonne année 2021 malgré ce contexte particulier, si particulier que nous connaissons tous. Alors, en raison de la pandémie liée au Covid-19, des mesures administratives administratives qui ont été prises par les autorités publiques pour limiter la propagation du virus, la plupart des acteurs économiques se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité totale ou partielle d'exécuter leurs obligations contractuelles. Alors, si des mesures exceptionnelles et spéciales permettant de déroger aux obligations qui sont nées de certains contrats ont été prises, les aménagements ne concernent toutefois que certaines clauses, certaines entreprises limitativement définies ou certains types de contrats, de sorte que tous les acteurs économiques ne bénéficient pas de ces mesures spéciales, alors même qu'ils subissent tous, et ils ont tous subi les conséquences du Covid. Dès lors, l'intérêt est de savoir si et sous quelles conditions le Covid-19 peut être une cause d'exemption du droit commun des contrats qui permettrait aux débiteurs d'une obligation de s'en exonérer ou de renégocier les termes du contrat. Alors, je vous propose tout de suite d'évoquer les mesures exceptionnelles et spéciales dérogatoires qui ont été prises depuis le début de la crise sanitaire. Là, je pense essentiellement à trois mesures spéciales qui ont été décidées lors du premier confinement du mois de mars, ce que j'appelle les aménagements de portée générale, et ensuite les aménagements spécifiques, notamment spécifiques aux loyers et factures d'énergie et spécifiques au tourisme, la fameuse ordonnance dite tourisme. Donc, sur les mesures de portée générale, les aménagements de portée générale, des mesures ont été prises qui prévoient l'aménagement de certaines clauses contractuelles de droit privé relatives, et là ça concerne tous les contrats, relatives d'une part aux sanctions applicables aux débiteurs défaillants et d'autre part aux modalités de résiliation ou de renouvellement des contrats, et ce pendant une période alors qui est passée maintenant, mais une période courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. C'est la fameuse période dite période de protection. Donc, concrètement, les effets des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires, ainsi que des clauses qui prévoyaient une déchéance, lorsqu'elles avaient pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, qui arrivait à expiration pendant la période de protection, donc 12 mars, 23 juin, ont été suspendues pendant la dite période. Le compte, hop là, je me vois disparaître à l'écran, le compte des jours reprenait donc à compter du 23 juin, là où il avait été suspendu depuis le 12 mars. À titre d'exemple, dans le cadre des clauses résolutoires de baux commerciaux notamment, qui le plus souvent prévoient que la résiliation est acquise si, passé un délai d'un mois à compter du commandement de payer, le débiteur n'a pas exécuté son obligation de paiement. Si le délai expirait pendant la période de protection, par exemple le 30 mars 2020, soit 19 jours après le 12 mars, donc dans ce cas-là, le preneur avait jusqu'au 23 juin plus 19 jours, avait jusqu'au 12 juillet pour s'exécuter. Dans le même sens, les délais de résiliation ou de renouvellement automatique des contrats qui expiraient pendant la fameuse période de protection ont été prolongés de 2 mois après cette période, donc soit jusqu'au 23 août inclus.
Alors attention, si la sanction attachée à l'inexécution a pu être paralysée par ces dispositions, l'obligation en elle-même n'a pas été mise en cause et devait être exécutée avant l'expiration du terme de la suspension fixée, sauf à démontrer que l'inexécution était la conséquence d'un cas de force majeure dans les conditions que nous verrons ci-après. Alors, pourquoi je parle de dispositions passées, entre guillemets? Tout simplement parce qu'elles sont toujours d'actualité, au moins dans leur cause et enfin, dans leurs conséquences et leur exécution. Alors, à côté de ces aménagements généraux, il y avait des aménagements spécifiques, hein. Donc là, s'agissant des aménagements spécifiques, ils concernaient essentiellement donc, les aménagements concernant les bénéficiaires du fonds de solidarité ou les personnes qui qui poursuivaient leur activité dans le cadre d'une procédure collective, qui pouvaient donc demander le report ou l'échelonnement des paiements de leurs factures d'eau, de gaz et d'électricité, pardon, et qui ne pouvaient pas encourir de pénalités financières ou d'intérêts de retard, de dommages d'intérêts, d'astreintes, d'exécution de clauses résolutoires, de clauses pénales ou de toute autre clause prévoyant une déchéance ou d'activation de garantie ou de caution en raison du défaut de paiement du loyer et des charges locatives des locaux professionnels et commerciaux dont l'échéance de paiement intervenait entre le 12 mars et le 10 septembre 2020. Donc les effets de ces mesures, là encore, peuvent être toujours actifs et en cours. C'est pour ça que j'en parle, notamment une procédure de résiliation de bail qui pourrait être fondée sur des impayés du printemps, connaît, enfin, est encore en cours d'exécution. Et par ailleurs, si j'en parle aussi, c'est parce qu'en novembre dernier, le Parlement a à nouveau prévu la suspension temporaire des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de paiement des loyers professionnels et des factures d'eau et d'énergie pour les entreprises cette fois dont l'activité économique est affectée par les mesures de police administrative qui ont été prises pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Cela concerne notamment les établissements fermés ou ceux ayant interdiction de recevoir du public, mais pas que. Le détail des bénéficiaires de cette nouvelle mesure, hein, qui reprend peu ou prou ce qui avait été décidé au printemps concernant les factures d'énergie et les loyers. Donc, le détail des bénéficiaires de cette nouvelle mesure a été précisé par un décret du 30 décembre 2020. Le dispositif est entré en vigueur rétroactivement à compter du 17 octobre 2020 et concerne notamment les entreprises qui sont en deçà des seuils de salariés de chiffre d'affaires qui définissent la catégorie des PME, sous certaines conditions également, que je ne détaillerai pas ici, puisque ce n'est pas du tout l'objet du webinaire. S'agissant des aménagements spécifiques, deuxième catégorie d'aménagements spécifiques qui avait été pris, c'est ceux afférents au contrat de voyage ou au séjour. Donc la fameuse ordonnance du 25 mars 2020, dite ordonnance tourisme, qui a aménagé les règles relatives à l'annulation des contrats de voyage ou des séjours. Je rappelle ici que les règles sur la résolution des contrats ont été aménagées pour des résolutions notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus. Le professionnel du tourisme, notamment l'hébergeur, pouvait soit rembourser le client comme le droit commun le prévoit, soit émettre un avoir du montant des sommes versées au jour de l'annulation en application de la dérogation qui avait été introduite par l'ordonnance, cet avoir étant valable 18 mois. Donc, ces mesures spéciales étaient limitées à certaines stipulations contractuelles, aux entreprises les plus fragiles ou à certains types de contrats, alors que tous les acteurs, comme je le disais en introduction tout à l'heure, ont subi les conséquences ou subissent encore les conséquences économiques de la crise sanitaire. C'est pourquoi il importe d'examiner si la Covid-19 peut être invoquée par une partie comme motif d'exemption de ses propres obligations contractuelles. Donc, c'est le deuxième point, le deuxième temps, en fin de compte, de ce webinaire qui va être le plus long, c'est celui qui concerne le Covid-19, envisagé comme motif d'exemption de droit commun. Donc, je rappelle que la règle, même en période Covid, c'est l'application et l'exécution des clauses du contrat. Vous devez respecter les contrats signés. Néanmoins, nonobstant la force obligatoire du contrat stipulée à l'article 1103 du Code civil, la défaillance dans l'exécution de ces obligations peut parfois être justifiée ou entraîner la renégociation des termes du contrat dans certains cas prévus par la loi. Ainsi, la défaillance du co-contractant peut être invoquée sur le fondement de l'exception d'inexécution, c'est le premier point qu'on verra. Également, l'impossibilité d'exécution peut, sous certaines conditions, être justifiée par les obstacles insurmontables rencontrés par le débiteur d'une obligation, lequel pourra ou pourrait alors invoquer la force majeure pour demander à être exonéré de toute ou partie de sa responsabilité. Enfin, le changement de circonstances ayant prévalu de la conclusion du contrat peut, dans certains cas, permettre une renégociation des termes de celui-ci en application de la théorie de l'imprévision.
Donc l'exception, premier point, l'exception d'inexécution. Donc je vise ici, pour exemple, uniquement les cas d'interdiction d'accueil du public ou de fermeture administrative, de sorte que les preneurs ne sont plus en mesure d'exploiter leur fonds de commerce dans le local commercial pris à bail. Dans ce contexte, en dehors des dispositions spécifiques si avant exposées, se pose la question de l'exonération du preneur au titre de son obligation de payer les loyers durant la période d'interdiction sur le fondement de l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et, enfin, 1219 et 1220 du Code civil. Donc, au terme de l'article 1219, une partie, je cite, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Donc, cette disposition n'exige pas l'intervention a priori du juge. L'appréciation du caractère grave de l'inexécution qui fonde l'exception invoquée par celui qui souhaite l'appliquer incombe donc à cette seule partie qui l'exercera donc à ses risques et périls. Il s'ensuit qu'il faut particulièrement veiller à ce que la riposte soit proportionnée à l'inexécution invoquée. L'article 1219 ne prévoit pas, par ailleurs, aucune condition d'exercice de l'exception d'inexécution. Le créancier n'a pas d'obligation de mettre en demeure le débiteur de s'exécuter préalablement la suspension de sa propre obligation, ni même de lui notifier l'exercice de ce droit. Au contraire de l'exception d'inexécution par anticipation, qui, elle, est prévue par l'article 1220 du Code civil, et qui dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves. Cette fois, puisqu'on est sur une inexécution par anticipation, cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais à son co-contractant. Alors, le mécanisme de l'exception d'inexécution et spécifiquement le dispositif de suspension par anticipation présente un intérêt particulier dans le contexte actuel en ce qu'il apparaît inapplicable au loyer des locaux commerciaux si on examine la question sous l'angle de la responsabilité contractuelle du bailleur. Dès lors que celui-ci a exécuté ses obligations positives, il pourrait être soutenu que l'interdiction du fait du prince, c'est-à-dire la mesure administrative, qui conduirait à une perte de jouissance, n'est pas imputable au bailleur et que l'inexécution qui en découle n'engage pas sa responsabilité contractuelle. Donc, attention sur l'exception d'inexécution, notamment en matière de baux commerciaux, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. La question, bien entendu, n'est pas tranchée. Elle promet des débats judiciaires intenses, notamment sur la base des stipulations contractuelles. Alors, bien entendu, c'était un exemple. Le recours au mécanisme de l'exception d'inexécution ne se limite évidemment pas au sort des loyers commerciaux et, à mon sens, pourrait utilement et plus utilement être invoqué dans d'autres situations générées par des mesures d'interdiction et de confinement, telles que la suspension de l'obligation de paiement du client non livré ou la suspension des échéances d'un abonnement relatif à une prestation qui elle-même a été suspendue. Mais là encore, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée que pour autant que le contrat prévoit l'exécution simultanée de prestations réciproques. Puisque, je vous rappelle, le principe, c'est que vous pouvez demander à suspendre votre propre exécution contractuelle en conséquence de l'inexécution de votre co-contractant. Donc, si les obligations ne sont pas simultanées et réciproques, vous pourrez difficilement justifier, solliciter en tout cas une exception d'inexécution. En tout état de cause, ce moyen juridique, cette exception d'inexécution du contrat, ne permet qu'une suspension de l'exigibilité de la créance pendant une durée transitoire qui doit en principe se solder soit par l'exécution volontaire ou judiciaire de la contreprestation, soit par la résolution judiciaire du contrat, soit par la réduction du prix tel qu'en dispose l'article 1217 du Code civil. Donc, comme on peut le constater, c'est un moyen qui n'a rien d'automatique ni de certain, mais qui mérite malgré tout d'être considéré au cas par cas, puisqu'il peut, sous réserve de son applicabilité, permettre de suspendre un contrat pendant toute la durée de l'empêchement. Deuxième moyen évoqué et énoncé, la force majeure. Alors, la force obligatoire du contrat ne peut céder, ça c'est du droit pur, ne peut céder que devant les obstacles insurmontables qui s'opposent à son exécution, lesquels sont alors considérés comme des cas de force majeure. Donc, la force majeure peut être invoquée par le débiteur pour obtenir la suspension, la résolution, la résiliation ou la réduction du contrat, selon les circonstances et dans les conditions que je vais vous exposer juste après. En premier lieu, il convient de vérifier si la définition et les conditions d'application de la force majeure ont été contractuellement aménagées par les parties dans le contrat. Et ça, c'est important parce que les parties peuvent choisir d'étendre ou de restreindre
voire d'écarter totalement la notion de force majeure et son application dans des situations prédéterminées par des clauses contractuelles, enfin, de sorte que lorsque ces conditions contractuelles sont remplies, les signataires, les co-contractants, sont tenus de respecter les termes conformément aux dispositions de l'article 1103 qui stipule que le contrat est la loi entre les parties. C'est-à-dire que si votre contrat aménage ou prévoit des cas de restriction d'application de la force majeure, il faudra se référer et vous serez lié, enfin se référer au contrat, vous serez lié par l'aménagement et les termes du contrat. Ensuite, si le contrat est silencieux par rapport à un aménagement de la force majeure, donc là, il faut se référer au terme de l'article 1218 du Code civil, qui dit qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement, et là je cite, lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, donc empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si au contraire l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leur obligation dans les conditions prévues par le Code civil. Ainsi, sous réserve d'éventuels aménagements contractuels, que j'exposais tout à l'heure, un obstacle à l'exécution d'un contrat constitue un cas de force majeure, pour autant qu'il réunisse, pour celui qui l'invoque, 3 critères cumulatifs. L'événement doit être extérieur au débiteur, de sorte qu'il échappe à son contrôle et qu'il ne saurait lui être imputable. Deuxième critère cumulatif, imprévisible, à savoir qu'il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Troisième critère, irrésistible, c'est-à-dire que ces effets ne peuvent être évités par la mise en œuvre de mesures appropriées. Alors, il incombe au co-contractant qui l'invoque, donc à la partie qui l'invoque, de motiver tout particulièrement son impossibilité à mettre en œuvre des mesures appropriées qui permettraient l'exécution de ses obligations. Il incombe également à cette même partie qui invoque la force majeure d'établir le lien de causalité entre la cause qu'il revendique comme force majeure et l'inexécution invoquée. En effet, l'impossibilité d'exécution s'entend d'une véritable impossibilité, c'est-à-dire d'un obstacle insurmontable et non pas de simples difficultés, serait-elle sérieuse ou grande. Il faut que l'événement soit tel que ces effets ne puissent être évités par des mesures appropriées et que la partie n'ait d'autre choix que de ne pas pouvoir exécuter son obligation. Aussi, il est communément admis par la jurisprudence dès lors qu'une partie peut exécuter le contrat, le débiteur notamment y est tenu, même si cette exécution doit être pour lui très onéreuse. Dans le même sens, la jurisprudence retient que, sauf obstacle insurmontable, le contrat doit être exécuté, même s'il ne présente plus d'intérêt pour une partie du fait de circonstances exceptionnelles. Surtout, la Cour de cassation exclut la notion de force majeure pour toute considération financière. Pour les contrats qui portent sur des obligations de paiement de sommes d'argent, la force majeure est systématiquement rejetée. Alors, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, on peut légitimement s'interroger si l'épidémie de Covid-19 peut être regardée comme un cas de force majeure. Alors, l'étude de la jurisprudence spécifique aux épidémies démontre que leur seule existence ne suffit pas à constituer un cas de force majeure, au motif retenu souvent par les juges et systématiquement par les juges que l'épidémie en cause ne présente généralement pas les caractères d'imprévisibilité et surtout d'irrésistibilité requis. Dans ce sens, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Covid-19 urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020. Donc, autant vous dire que le critère d'extériorité et d'imprévisibilité n'apparaissent pas pouvoir être reçus pour les contrats conclus avant cette date, puisqu'il s'agit d'une épidémie et qu'elle a été déclarée dès le mois de janvier 2020 par l'OMS, elle a été déclarée comme urgence de santé publique. Cela étant, certaines décisions ont retenu que les critères de force majeure étaient réunis non pas du fait à l'origine de l'impossibilité, et là c'est un peu technique, mais de par les conséquences des mesures normatives qui avaient été prises par l'administration en présence du dit fait. Par exemple, et ce n'est pas un arrêt Covid, puisque c'est une décision du 30 juin 2000, la Cour d'appel de Rennes a considéré que l'apparition de vices justifiant la fermeture administrative d'un hôtel pour défaut de sécurité, et donc l'impossibilité d'exploitation par la société crédit preneuse, était constitutive d'un cas de force majeure qui justifiait la suspension de ses obligations financières au titre du contrat de crédit-bail. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des commerces qui se sont vus interdire de recevoir du public alors que cette réception est consubstantielle à leur activité, ce n'est pas l'épidémie en tant que telle qui constitue un cas de force majeure, mais les règles applicables à son activité. Dès lors que la personne est empêchée d'exploiter l'activité contractuellement prévue au bail
et qu'elle ne dégage en conséquence plus aucun chiffre d'affaires, elle se trouve, pour des raisons qui lui sont extérieures, imprévisibles et irrésistibles, dépourvue de toute ressource pour payer son loyer et ses charges. Ou encore, l'impossibilité de produire des biens et donc de les livrer à son client dans les délais impartis pourrait être regardée comme justifiée par les mesures de confinement prescrites, réunissant en l'espèce les critères de la force majeure. Donc, on le voit, dans certains cas, la Covid-19 ou les mesures prises pour en limiter la propagation paraissent pouvoir être invoquées comme constituant un cas de force majeure, sous réserve que le débiteur justifie qu'il a été véritablement empêché d'exécuter son obligation, qu'il ne pouvait mettre en œuvre aucune mesure alternative pour la réaliser, et même ne serait-ce que partiellement, et que la conséquence qui s'en est suivie était proportionnée à la mesure de l'impossibilité. Néanmoins, cette voie, encore une fois, est incertaine, puisque dépendante de l'interprétation du juge quant à sa recevabilité et à son applicabilité. Troisième moyen juridique soit invoqué pour aménager le contrat, l'imprévision. Alors, l'imprévision désigne les situations dans lesquelles l'exécution d'un contrat a subi un profond déséquilibre à la suite d'un changement imprévisible des circonstances existantes lors de sa conclusion, de sorte que son exécution est rendue beaucoup plus onéreuse pour une des parties. Alors, à la différence de la force majeure, il ne s'agit pas de l'impossibilité d'exécuter une obligation, mais de l'augmentation du coût de son exécution. Au moment où j'ai contracté, j'ai mesuré le coût que représentait pour moi l'exécution. Du fait des circonstances exceptionnelles qui survenues, le coût a été doublé, triplé, quadruplé, et du coup, il n'y a plus aucun équilibre économique. Donc, exécuter mon obligation, quand même, je pourrais encore le faire, est devenu totalement aberrant d'un point de vue économique. Donc, l'imprévision ne s'applique qu'aux contrats signés après le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur. Elle n'est applicable à des contrats conclus antérieurement que si elle est expressément envisagée. Désormais, sauf à être expressément exclu du champ contractuel, sauf dans certaines matières, l'imprévision est applicable à tous les contrats, donc conclus à compter du 1er octobre 2016. Pour les contrats antérieurs, elle n'est applicable que si elle est envisagée. Les dispositions de l'article 1195, donc qui prévoit la prévision du Code civil, ne revêtent pas un caractère d'ordre public, c'est-à-dire que ça veut dire que les parties peuvent convenir d'écarter totalement ou partiellement les effets de la prévision pour choisir d'en supporter les conséquences, les fameuses clauses dites de non-révision, ou d'en déterminer par avance le champ d'application, voire d'en prévoir les conséquences, les fameuses clauses dites d'imprévision. Il faut donc en premier lieu vérifier si le contrat concerné est litigieux prévoit ou non une clause d'acceptation ou d'encadrement de l'imprévision. Comme pour la force majeure, l'imprévision ne peut être invoquée que si la perturbation qui affecte le contrat provient d'un changement de circonstance postérieur à sa conclusion, lequel était imprévisible au moment de sa conclusion. Sous ces réserves, invoquer l'imprévision impose pour celui qui s'estime victime du changement de circonstance de démontrer que l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse du fait de ces circonstances et non pas seulement difficile. Alors la formulation est source d'incertitude en ce qu'elle renvoie à une analyse subjective du caractère excessivement onéreux de la part des parties, comme le cas échéant de la part du juge. La renégociation du contrat doit, dans un premier temps, faire l'objet d'une demande au co-contractant, la tentative d'accord amiable étant un préalable nécessaire à toute intervention du juge. Le texte n'impose aucune obligation de renégociation à l'autre partie, en dehors de l'exigence de bonne foi qui est établie à l'article 1104 du Code civil. Et ça, c'est la bonne foi préside préside à la conclusion de tous les contrats. Donc, ce n'est que dans l'hypothèse d'une l'absence d'accord dans un délai raisonnable qu'une partie pourra saisir unilatéralement le juge en vue de procéder à la révision du contrat ou y mettre fin avec l'incertitude évoquée plus haut. Alors, attention, sauf accord conventionnel, les parties sont tenues de continuer à exécuter leurs obligations durant toutes les phases prévues, toutes les phases de procédure prévues au Code civil, faute de quoi elles engageraient leur responsabilité contractuelle. Cette obligation limite ainsi l'intérêt d'invoquer la prévision, notamment pour des débiteurs impactés en l'occurrence par la crise sanitaire, puisque outre le fait qu'elle ne permet que la révision du contrat et non pas l'exonération des obligations y afférentes, la procédure de mise en œuvre est assez contraignante et surtout n'exonère pas l'accomplissement de l'obligation tant que l'aménagement n'a pas été fait. Donc la prévision paraît néanmoins un fondement utile pour adapter le contrat aux difficultés rencontrées par une partie, du fait soit du Covid, soit des mesures normatives qui ont été prises en conséquence. Cependant, encore une fois, la demande de révision sera également soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux qui devront se prononcer sur le caractère imprévisible du changement et surtout sur le caractère excessivement onéreux de l'exécution du bail. Enfin et surtout,
Je vous rappelle que la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 12 décembre 2019, a décidé que le mécanisme de droit commun de l'imprévision ne pouvait pas s'appliquer aux baux commerciaux, au motif que le statut des baux commerciaux prévoit déjà de nombreuses dispositions spéciales relatives à la révision du contrat. Et par conséquent, les dispositions générales de l'article 1195 du Code civil doivent être écartées au profit des dispositions spéciales du statut des baux commerciaux. Alors, il s'agit là d'une jurisprudence d'une cour d'appel qui demande encore à être confirmée par la Cour de cassation, surtout à l'aune de la pandémie Covid-19. Mais si cette jurisprudence devait être confirmée, donc, je rappelle que le preneur à bail commercial ne peut donc pas se prévaloir d'imprévision pour aménager son loyer. Et dans ce cas-là, il doit se conformer à la procédure spéciale de la révision triennale des loyers commerciaux, qui suppose d'attendre l'expiration d'une période de 3 ans et de justifier de modifications matérielles des facteurs locaux de commercialité survenus en cours de bail, qui aurait entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative. Donc, pour les baux commerciaux, l'imprévision, on oublie. Enfin, un autre moyen d'aménagement du contrat, c'est tout simplement la demande de délai de grâce, puisqu'en toute hypothèse, le débiteur d'une obligation de payer, notamment, voire d'une obligation de faire, a toujours la possibilité de solliciter devant un juge des délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Alors, l'octroi de délai n'est cependant pas automatique. Les juges doivent tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Les conséquences juridiques de la crise que nous traversons devront être appréciés de manière singulière, au cas par cas, sans qu'aucun précédent similaire permette d'anticiper assurément les décisions qui seraient ou qui seront retenues par les juridictions. Donc là encore, prudence. En dehors de ces possibilités judiciaires, je rappelle et j'insiste sur le fait qu'il est toujours possible de négocier directement entre les parties avec votre co-contractant, votre co-contractant étant qu'il le veuille ou non associé à vos difficultés. D'autant plus que lui, il y a de fortes chances que lui aussi subisse les mêmes ou d'autres difficultés liées à la crise. Donc, un accord équilibré permettant de passer ensemble la crise pourrait garantir chacune des parties quant au recouvrement à terme de toutes les parties des obligations qui lui sont dues. Alors, bien que la doctrine considère que les fondements juridiques que je viens de vous exposer trouveront application dans un certain nombre de situations contractuelles, la négociation amiable devra à l'évidence être privilégiée dans toute la mesure du possible, d'autant que la crise, encore une fois, impacte la majorité des acteurs économiques et met en présence des parties fragilisées. Donc, dans ce cas, procéder par un écrit entre les parties, ce qu'on appelle un avenant dans le cas d'un contrat, en prévoyant notamment dans le détail les modalités d'aménagement, la durée, les conditions pour la reprise de l'exécution normale du contrat, ainsi qu'un échéancier, le cas échéant, si c'est possible. Au-delà, même des stipulations que les contrats peuvent contenir, si vous rencontrez dans le contexte actuel des difficultés dans l'exécution de vos obligations, gardez à l'esprit que vous pouvez quand même bénéficier de nombreux outils que je vous ai présentés, dont la mise en œuvre nécessitera toutefois une analyse attentive et au cas par cas, par contre, des circonstances et des intérêts en jeu. Bien entendu, ces mécanismes et ces moyens sont applicables à l'ensemble des contrats, qu'il s'agisse de contrats de clients, prestataires, fournisseurs, abonnement, adhésion, qu'en sais-je. Je vous invite quand même à vous faire accompagner par vos conseils, vos fédérations, si vous êtes adhérent, et par Charente Tourisme, bien sûr aussi, qui reste à vos côtés, vous accompagne quotidiennement avec sans doute pour objectif d'anticiper au mieux les relations commerciales de l'après-crise. Je vous remercie pour votre attention et je reste à l'écoute de vos questions si vous en avez. Merci Sébastien. Donc il y a eu quelques questions pendant votre intervention. Celle qui revient le plus souvent, c'est justement celle qui fait référence à l'ordonnance de mars 2020, l'ordonnance 2020-315 qui ne s'exécute plus depuis le 15 septembre. Et la question centrale, c'est comment les prestataires aujourd'hui agissent par rapport à leurs conditions générales, effectivement, d'annulation, en tout cas lorsque les clients finalement annulent à cause de la Covid, alors qu'on n'est plus dans cette exception de l'ordonnance de mars qui permettait de prévoir un report sans un remboursement immédiat. C'est une question assez fréquente, effectivement. Donc, si vous vouliez redonner une précision peut-être par rapport à comment ils peuvent agir aujourd'hui dans cette situation de crise Covid qui perdure. Alors, la réponse va être claire et liminaire, c'est-à-dire que depuis le 15 septembre, effectivement, les dispositions dérogatoires ne s'appliquent plus. Donc, ce sont les conditions générales de vente de vos contrats qui s'appliquent. Donc là, reportez-vous aux conditions générales de vente. Si
S'il y a des dispositions particulières par rapport aux annulations, bah, il convient de les appliquer. S'il n'y a pas de disposition particulière, il convient d'appliquer les règles de droit commun, c'est-à-dire faire la distinction entre acompte et avoir. Et auquel cas, si c'est un avoir, vous devez rembourser. Si le client demande l'annulation de sa prestation, vous ne, il perd, enfin, pas l'avoir, pardon, les arts, acompte ou art. Si ce sont des arts, le client perd les arts versés. Si c'est un acompte, vous devez rembourser effectivement. Non, pardon, je dis une bêtise. Si c'est un acompte, oui, si vous devez rembourser les sommes versées. Mais depuis le 15 septembre, c'est vraiment les conditions générales du contrat qui s'appliquent. Avec une petite particularité pour les annulations, les demandes d'annulation qui parviennent aujourd'hui, mais qui concernent des prestations qui ont déjà été reportées. Puisque là, par exemple, avant le 15 septembre, vous avez fait l'objet d'une demande d'annulation, vous avez proposé un avoir avec un report, et aujourd'hui, donc une durée de 18 mois, d'accord. Donc aujourd'hui, on est encore dans la durée de validité de l'avoir, et aujourd'hui, la personne vous demande l'annulation. Il y a deux écoles. La première école à laquelle j'appartiens considère qu'à partir du moment où on est encore dans la durée de validité de l'avoir, c'est bien les dispositions antérieures de l'ordonnance, donc dite tourisme, qui s'appliquent, puisqu'on est encore sous le régime de ce contrat passé dans la fameuse période dont je parlais tout à l'heure. Donc avant le 15 septembre, on est encore couvert par l'avoir. Donc les demandes d'annulation sont toujours régies par l'avoir. Pour les nouvelles demandes d'annulation qui concernent des séjours qui ne concernaient pas la période avant le 15 septembre 2020, ce sont les conditions générales qui s'appliquent du contrat. Alors, avec encore une fois des possibilités d'aménagement si toutefois vous vous heurtez à des positions fermes de la part de vos clients. Rien ne vous empêche bien sûr d'aménager les conditions générales de vente de vos contrats, mais dans l'absolu, ce sont bien les conditions générales qui prévalent. Il y a eu une question qui avait été posée précédemment au webinaire qui concerne justement la notion d'assurance annulation. Est-ce que, du coup, il est tout à fait conseillé aujourd'hui pour les prestataires de souscrire des assurances spécifiques métiers, à la fois pour les loueurs et puis les autres domaines, des assurances annulation qui peuvent peut-être permettre justement de pallier à ces difficultés d'appliquer des conditions habituelles simples, art ou à compte. C'est une question qui nous a été posée. Il existe des multitudes d'entreprises privées qui proposent des assurances spécialisées. On ne peut que conseiller effectivement aux prestataires d'y souscrire. Est-ce que vous confirmez, Sébastien, que voilà, ça peut être un moyen de compléter le dispositif en dehors de toute ordonnance d'exception? Oui, tout à fait. Voilà. Après, il y a fort à parier que les assurances vont aménager les conditions de ces assurances, notamment par rapport aux conditions sanitaires, et exclure tous les cas de fermeture administrative, épidémie et autres. Mais oui, bien sûr, c'est toujours un moyen de se prémunir et d'assurer la sécurité financière et juridique de son activité. Pour ceux qui avaient déjà des assurances de ce type-là, plongez-vous dans vos contrats d'assurance pour vous assurer déjà d'une que la fermeture ou l'épidémie n'est pas exclue, pour vous assurer des conditions d'applicabilité de la dite assurance, et puis surtout retournez-vous vers votre assureur, demandez-lui, n'hésitez pas à lui demander une explication, d'une une mise en œuvre de la garantie, puisque ce n'est pas à vous de présumer que vous n'y avez pas droit, c'est à votre assureur de vous expliquer pourquoi vous n'y avez pas droit le cas échéant. Donc, pour ceux qui avaient déjà ce type de contrat d'assurance, si vous ne l'avez pas déjà fait ou pas encore fait, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos assureurs pour réclamer l'application de l'assurance. Pour ceux qui n'ont pas ce type de contrat, c'est effectivement judicieux, dans le contexte actuel, de se rapprocher d'un partenaire qui propose ce type de produit. Alors c'est voilà, un sujet tout à fait récurrent. Une autre question qui nous avait été posée, c'est une personne, donc hébergeur, qui reçoit des groupes de personnes handicapées, et à ce titre, ce sont des séjours qui sont organisés par des centres hospitaliers ou des mairies, donc des collectivités. Est-ce que la propriétaire a un moyen de faire respecter
les engagements lorsque le contrat est signé, où là, encore une fois, c'est le champ de la négociation par rapport effectivement à ce risque d'annulation au dernier moment, et cetera, par rapport au risque de la crise? Bah, toujours pareil, c'est en présence d'un contrat signé, les parties doivent exécuter le contrat de bonne foi. Certes, le client peut considérer que, les mesures ne sont pas réunies et que ce que j'exposais tout à l'heure, c'est qu'il se trouve empêché, lui-même de de réaliser heu, son obligation. Mais il n'empêche que, aujourd'hui, on est en dehors de tout cadre, dérogatoire. Donc c'est bien le contrat qui doit être appliqué et ne pas hésiter à rappeler au contractant, quel qu'il soit, que ce soit une institution, une mairie ou un particulier, que les termes du contrat et lui dire que, effectivement, s'il ne l'exécute pas, il s'expose à des sanctions et à des demandes de sanctions en tout cas. Et encore une fois, rien n'empêche effectivement, dans la mesure des intérêts des uns et des autres, si le climat amiable est encore de mise, de chercher des aménagements conventionnels. Mais aujourd'hui, un contrat signé doit être appliqué et il y a de fortes chances que, dans le cadre d'une action, vous soyez entendu dans votre bon droit. Merci Sébastien pour ces dernières précisions. Voilà, cette présentation va donc se terminer. On espère qu'elle a pu répondre donc à vos interrogations, aux informations que vous attendiez. Merci à vous encore Sébastien et donc merci à vous de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pourrez visionner à nouveau ce webinaire sur le site internet de charentetourisme.com dans l'espace dédié Covid-19. Il est consacré à l'actualité et l'accompagnement des professionnels du tourisme pendant cette crise sanitaire. Vous pouvez aussi réaliser à partir de cet espace l'autodiagnostic, qui est donc le moyen de calculer le risque de défaillance. Il y a aussi une adresse directe qui est http://act.charentetourisme.com. Voilà, sachez que donc que Charente Tourisme et ses partenaires, les offices de tourisme, les collectivités sont toujours à vos côtés pour vous assurer tout leur soutien durant cette situation compliquée et on continuera donc de faire face tous ensemble de manière solidaire et déterminée. Voilà, bon courage à toutes et à tous, très bonne journée et prenez soin de vous.